Bonsoir, Patrice. C'est une tradition américaine que de rendre public l'état de santé du candidat à la présidence, donc des médecins depuis fort longtemps. Est-ce que là, ce n'est pas plus important que jamais pour Joe Biden de rendre à peu près public le plus de détails possible pour faire face aux critiques qui montrent qu'il en perd des bouts? La réponse va de soi. Évidemment que oui, d'abord parce que M. Biden, on le sait, on l'a assez répété, est le président le plus âgé de l'histoire américaine et parce que, surtout depuis les dernières semaines, les questions, non seulement par rapport à son âge spécifiquement, mais par rapport à ses capacités cognitives, évidemment, refont surface. Donc, est-ce que le fait d'avoir un rapport de son médecin positif va faire taire entièrement ces critiques-là ou ces inquiétudes-là? Évidemment que la réponse est non. En même temps, ça lui achète temporairement un minimum de crédibilité lorsqu'il dit, lorsque lui et sa campagne disent que tout va bien d'un point de vue de santé. Bon, est-ce que ce n'est pas obligatoire de tout rendre public? Le médecin travaille pour lui, c'est un médecin de la marine américaine, c'est un peu son patron, donc, qui l'examine. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des bouts qu'on ne montre pas ou qu'il y a des bouts qu'on n'écrit pas? En un mot, oui. Sans faire dans la spéculation, rappelez-vous simplement pendant la présidence Trump, c'est le genre de questions qu'on avait posées et qu'on avait posées, soit dit en passant, à la toute fin de la dernière campagne présidentielle. Rappelez-vous, c'est un contexte qui est un petit peu différent, mais lorsque le président Trump avait contracté le coronavirus, il y avait eu toutes sortes de questions par rapport à la transparence du service médical ou des services médicaux de la Maison-Blanche, à savoir justement à quel point ils étaient transparents, à quel point est-ce qu'ils essayaient de protéger politiquement l'homme qui, comme vous l'avez bien mentionné, était leur patron. Donc, encore une fois, la dynamique est un petit peu différente, mais elle ne l'est pas entièrement. Ce genre de questions-là va être posé assurément aujourd'hui par rapport à ce qui n'est pas dévoilé dans le rapport. Et soit dit en passant, le rapport peut être entièrement transparent et diffusé au public, que ça ne fera pas taire les critiques qui sont très nombreuses. Il faut toujours le rappeler, Patrice, c'est plus de 70 au moins 60 dans certains sondages, 70 des électeurs américains qui jugent M. Biden trop âgé pour occuper encore ses fonctions pendant 4 ans. Bon, très bien. Alors, on verra. Ça, c'est pour la santé. Pour ce qui est des résultats de l'autre côté, chez les républicains, c'est intéressant. Depuis qu'on s'est parlé, il y a eu plusieurs événements. D'abord, les primaires qui donnent de gros scores à M. Trump. On va en voir. La Caroline, ça, c'était samedi, 40-60, si on arrondit. Mme Haley a dit 40, non, je n'ai pas gagné, mais 40, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc, elle est restée. Le lendemain, au Michigan, encore plus difficile pour elle, à 26,5, M. Trump, 68,1. Ma question, bon, il vogue vers le super mardi au mois de mars où il y aura un nombre important de primaires. Est-ce qu'elle, d'après vous, va continuer comme ça, coûte que coûte, le plus loin possible? La question est peut-être davantage, est-ce qu'elle va pouvoir continuer? Parce que tôt ou tard, c'est vrai pour elle, comme c'est vrai pour à peu près n'importe quelle campagne qui n'est pas indépendante de fortune, elle va risquer au minimum de manquer d'argent. C'est-à-dire que tôt ou tard, les bailleurs de fonds de sa campagne vont se dire pourquoi est-ce qu'on continue d'injecter des millions de dollars dans une cause qui est essentiellement complètement perdue. C'est déjà surprenant, je vous dirais, qu'elle soit déjà en lice à ce stade-ci. En fait, en regardant l'histoire américaine, depuis le début des primaires modernes, au début des années 70, regardez du côté démocrate comme du côté républicain, vous allez avoir beaucoup de difficultés, Patrice, à trouver un précédent pour une candidature qui était à la base très crédible, très forte et qui s'accroche, en fait, qui s'entête très franchement, après subir non seulement des défaites, mais des humiliations. Il faut le comprendre. Dans la Caroline du Sud, c'est son État. Normalement, un candidat ou une candidate ne se rend même pas jusqu'à l'humiliation de se faire battre dans son propre État. Il quitte la course lorsqu'il sent que c'est vers ça que ça se dirige. Elle est restée avant et après. Là, elle a perdu par quoi? Une cinquantaine de points hier et ça risque presque assurément d'être le même scénario qu'on va avoir mardi prochain lors du super mardi dans la quinzaine d'États qui vont voter si elle se rend jusque-là. Donc, au final, est-ce qu'elle va pouvoir survivre? Est-ce que sa campagne va survivre au-delà du super mardi? La réponse prudente, c'est peut-être. La réponse peut-être plus intéressante, c'est de vous dire ça ne change rien au final.
à moins d'un miracle. Elle ne sera pas la candidate du Parti républicain en 2024. Vous faites référence à l'histoire, Raphaël, que vous connaissez bien, l'histoire américaine. Vous dites c'est même surprenant qu'elle soit encore là, compte tenu des points qu'elle n'a pas. Mais est-ce que c'est pas précisément parce qu'on ne peut pas faire appel au passé pour comprendre ce qui arrive actuellement aux États-Unis et qu'elle se dit, s'il trébuche, s'il arrive quelque chose, bien, je serai là au moins et j'offrirai un choix aux républicains? C'est une excellente question et on l'entend souvent, je vous dirais, depuis les dernières semaines. En fait, surtout depuis les défaites particulièrement brutales qu'elle a connues au Nevada, en Caroline du Sud et encore une fois hier au Michigan. En même temps, la réponse à ça, en ce qui me concerne, c'est non. Je comprends le raisonnement, je ne le partage pas, dans la mesure où même c'est à la limite. Et on va pousser vraiment l'hypothèse à son extrême. Donald Trump se voit, par exemple, disqualifié par la Cour suprême américaine, ne peut pas être candidat présidentiel en novembre prochain. Même dans un scénario, somme toute, assez peu probable comme celui-là, il n'y a absolument rien qui indiquerait que Mme Haley serait particulièrement bien positionnée pour être la candidate du parti, dans la mesure où je vais vous donner une explication simple et brève. Dans la mesure où d'autres candidats importants, comme Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, lorsqu'ils ont mis fin à leur campagne, et ça va avoir l'air d'un détail, mais c'est une nuance qui est très importante. Techniquement, au sens électoral de la loi, ils ont suspendu leur campagne. Vous me voyez venir, ce que ça veut dire? Donc, ils pourraient revenir. Ils pourraient revenir. Et si M. DeSantis, par exemple, ça n'a pas besoin d'être lui, mais quelqu'un comme lui revenait, je crois qu'il serait beaucoup plus apte à remporter l'investiture de ce parti-là que le serait Mme Haley, qui, encore une fois, perd du capital politique beaucoup plus qu'elle en gagne. Raphaël Jacob, on se reparle. Merci beaucoup. Merci, Patrice. Au revoir.